C'est le 8 juin, journée mondiale de l'océan. Donc, sur la planète entière, normalement, il doit y avoir 34 conférences comme cela. Cette journée est également ce qui s'appelle en interne une masterclass, je ne sais pas comment est-ce que vous l'appelez en externe, et qui est organisée par l'Union nationale du sport scolaire. Et je vais pour cela demander à ce que Laurent Petronca, qui est le directeur de l'Union nationale du sport scolaire, vienne nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit et pourquoi est-ce que l'Union nationale du sport scolaire est à nos côtés, aux côtés de l'expédition 7e continent, pour cette journée et pour cette aventure qui ne va pas s'arrêter. Je te laisse prendre la question. Merci Gilles. Je tiens à saluer Patrick Bexon, que je revois dans un contexte plus métropolitain, on va dire, parce qu'on a passé Guyanais ensemble et ça fait toujours plaisir de voir des anciens Guyanais voilà, qui ont vécu un peu les mêmes parcours, même si en toute humilité, je n'ai pas fait les exploits de Patrick, mais je suivais déjà, et je ne savais pas, les exploits qu'il faisait dans Rame-Guyane quand il traversait l'Atlantique et que toute la Guyane l'attendait à l'arrivée à Cayenne, partant de Saint-Louis, tout ça. Et donc je suis content aussi de président Vallat de votre accueil, et cher Gilboise. C'est très simple, le fait que les jeunes soient ici, il y a plusieurs éléments qui viennent en cohérence par rapport à cette journée mondiale des océans. La première, c'est qu'on a la grande préoccupation à l'UNSS de former à l'éthique en général, avec un prix éthique du Sénat qu'on a lancé il y a 2 ans, avec un certain succès. Et dans ces moments sur l'éthique, on réfléchit sur différents angles. Et un des angles privilégiés, c'est bien sûr les aspects de développement durable. Et c'est pour cette raison qu'on a souhaité s'associer avec l'expédition 7e continent, de façon à travailler l'intelligence. L'intelligence s'oppose à la bêtise, et l'intelligence, c'est faire des liens avec des partenaires importants, et la bêtise, c'est tracer des frontières. Et donc on a souhaité s'associer de manière intelligente, de façon à pouvoir proposer aux élèves des faits. Et ça, c'est le deuxième point sur lequel je vais insister. Je pense que le sport, c'est par excellence un aspect de développement durable, parce qu'il organise en gros 3 choses. La relation à soi-même, c'est toujours très compliqué le sport, la relation à soi-même, parce qu'il faut se contrôler, parce qu'il faut se maîtriser, parce qu'il faut aller chercher des ressources. La relation aux autres, un des éléments pour moi de l'écologie, la relation aux autres, et ça aussi c'est très compliqué, c'est pas juste la relation dans les sports collectifs par exemple, c'est bien plus général que ça. Et puis la relation à l'environnement, de manière au départ très simple, à un engin, un ballon, à un terrain, et puis de manière générale on s'ouvre. Et donc sur cette double chose, l'éthique, mais aussi le fait que le sport, par essence même, c'est le lieu de l'écologie et du développement durable, on va souhaiter monter différents sujets. Et le premier, c'est de faire participer des jeunes à différentes conférences que l'on appelle masterclass. Là, on utilise aussi un peu votre conférence, donc des masterclass, pour que les élèves puissent déjà entendre des expériences originales, et puis surtout interagir, se questionner sur le sujet, et que nous participions à cette éducation. Alors, plus largement, au-delà des conférences, on a évidemment tout un tas de démarches à l'UNSS liées à nos événements. C'est-à-dire que nous, on est un grand organisateur d'événements sportifs, et depuis plusieurs années, avec Gaël Wolf qui est ici, qui s'occupe du développement durable à l'UNSS, eh bien, on est sur les systèmes de tri, sur les systèmes de déchets, sur les systèmes de sensibilisation des élèves. On a quand même 200 000 événements par an, du niveau district jusqu'au niveau international. Et sur le niveau international et national, par exemple, on a toujours des stands, on a toujours des objets, etc., de façon à pas simplement, nous, avoir notre marque écologique, mais surtout sensibiliser les jeunes et leur apporter un discours. Donc je suis très heureux et ravi de pouvoir permettre à ces jeunes, je remercie les enseignants de PS qui sont là, on a discuté un peu, chers jeunes, profitez beaucoup des expériences de ce beau palais de la découverte. Merci. Merci. C'est important de rappeler le contexte de cette journée passée sous l'égide de ce partenariat avec l'Union nationale du sport scolaire. Je crois, Laurent, tu n'as pas parlé du nombre de licenciés et de professeurs, donc vous êtes au-delà du million de licenciés. Évidemment, vous collaborez, en partie de l'éducation nationale, et c'est 30 000 profs de PS.
Voilà. Je voulais montrer que cette conférence était interactive et qu'on était face à un enjeu qui n'est pas simplement local, qui démarre devant notre pas de porte, mais en fait toute la planète est concernée. Et c'est pour ça qu'on a voulu organiser un multiplex. Et pour cela, on a mis Boulogne-sur-Mer, et notamment Nausicaa, qui est le centre de la mer là-bas. Et en théorie, on devrait avoir Philippe Valette, qui est le directeur de Nausicaa, qui peut nous parler de cet enjeu planétaire de la plastification de l'océan. Philippe, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonjour à tous. Ben, je te laisse la parole. Merci Gilles, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour cette journée mondiale de l'océan. L'océan mondial est le seul pays au monde qui réunit les hommes et c'est pour ça que c'est très important de s'approprier et de le célébrer, au moins une fois par an, mais ça devrait être tous les jours bien sûr. Alors, c'est vrai que l'océan, c'est un milieu qui est extrêmement important pour notre avenir, et notamment dans le cadre de ce que l'on appelle l'économie bleue. Vous savez que la Terre, on commence à avoir beaucoup épuisé nos ressources, et l'océan donne un espoir extraordinaire. Ça ouvre le champ des possibles pour notre avenir et pour de nouvelles industries, économies, etc., à condition bien sûr de ne pas faire les mêmes bêtises que ce qu'on a fait à Terre et de l'exploiter durablement. Alors, c'est vrai qu'on est dans une espèce de course-poursuite, puisque pour que l'océan puisse nous rendre tous les services que l'on souhaite, eh bien, il faut qu'il soit en bonne santé. Et pour qu'il soit en bonne santé, eh bien, il faut qu'on le traite mieux. Alors, le traiter mieux, ça veut dire ne pas le surexploiter, ça veut dire aussi ne pas l'abîmer et effectivement ne pas le polluer. Et c'est vrai qu'on observe aujourd'hui des pollutions partout dans le monde, et notamment, puisque c'est le thème de cette année, la pollution par le plastique qui se transforme en microplastique avec des effets désastreux, puisque on a des effets nanoparticules qui augmentent la surface du plastique d'une façon considérable. Alors, je disais que l'océan mondial est le seul pays qui réunit les hommes, mais malheureusement aussi, c'est le seul pays qui tout voyage. Et effectivement, tout va à la mer, et ensuite la mer transporte tous les déchets que l'on met dans la mer. Donc c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement préoccupant aujourd'hui, et ce qu'il faut bien sûr, c'est traiter le problème à la source, c'est-à-dire dans notre émission de plastique qui va à la mer. Merci Philippe, tout ça est très clair. Un autre correspondant que l'on a se situe lui à Bordeaux, à Cap Science, où nous avons, comme vous le savez peut-être, une étape de notre tournée nationale de sensibilisation. Nous sommes à Cap Science avec Françoise Fournier de Cap Science, qui nous a accueillis. On a en plus la chance d'avoir le bateau qui a pu accoster à Bordeaux, donc on est vraiment en équipe renforcée là-bas. Bonjour Françoise. Bonjour. Tu nous reçois bien, c'est bien? Parfait. Est-ce que tu peux également nous dire quelle est votre sensibilité à Cap Science et à Bordeaux concernant cette dimension globale de la plastification de l'océan? Alors, je dirais deux choses. D'abord, il y a bien sûr la problématique très spécifique, les problématiques environnementales qui sont traitées à Cap Science et dans d'autres associations et dans d'autres structures de culture scientifique à l'Aquitaine. Bien sûr qu'on est concerné, bien sûr que ces problématiques ont été très très regardées, pas que les problématiques liées à la pollution plastique, puisqu'on a eu la chance il y a quelques années d'avoir de nombreux chercheurs, 150 d'Aquitaine, qui se sont réunis autour d'un feu pour travailler sur les problématiques du changement climatique. Donc on est vraiment très sensibilisé à l'Aquitaine. Et puis voilà, on a un trait de côte quand même conséquent. On a déjà vu ce que pouvaient donner tous les effets des dernières années de retrait de trait de côte et tout ça. Donc la population est quand même bien ouverte à ces problèmes. Et donc notre travail, nous en tant que centre de sciences, c'est justement, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'on est les acteurs en fait, entre le monde de la recherche et le grand public. On est là pour
mettre à disposition du public des données, des informations et éveiller la curiosité. Alors c'est un grand plaisir, un grand honneur et un grand bonheur de recevoir le 7e continent à 4 sciences, parce que finalement on a le 3 en 1, on a tout, on a les chercheurs, finalement c'est exactement les types de partenaires avec lesquels on a le plaisir de travailler. Et donc ça vient bien sûr c'est une évidence de recevoir le 7e continent, et on est toujours en lien serré avec notre recherche pour pouvoir faire passer ces messages au grand public. Alors, bien sûr, tous les résultats que le 7e continent pourra ramener, ce sera avec bonheur qu'on se fera l'écho. C'est super, merci. Merci pour cet accueil à Bordeaux. Une autre dimension internationale, et là on va parler vraiment d'institutions. À l'heure actuelle, à quelques centaines de mètres d'ici, on a l'UNESCO. L'UNESCO, c'est une grande organisation mondiale qui, elle aussi, célèbre la Journée mondiale de l'océan et organise quelque chose de tout à fait spécial. On va avoir avec nous Rejane, Hervé Smajda, qui va pouvoir nous parler de... que je m'applique à chaque fois, qui va pouvoir nous parler de cette dimension internationale, des actions éducatives qui sont faites sur ce sujet. Rejane, est-ce que tu me reçois? Bonjour à tous et merci beaucoup d'être parmi nous à l'UNESCO, au Palais de la Découverte, et en province et partout dans le monde. Et c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les divers publics sont mobilisés, les jeunes partout dans le monde. Je voudrais remercier tous les partenaires qui permettent de communiquer sur l'océan, dire à quel point il est utile pour la vie sur la planète, qu'on ne peut bien protéger que ce que l'on connaît. Nous comptons sur les jeunes à qui je veux m'adresser particulièrement aujourd'hui, parce qu'ils sont l'avenir, ils sont notre futur et qui créent des solutions pour tous. Cette année, la thématique de la Journée mondiale de l'océan à travers le monde est célébrée pour parler de la problématique de la pollution plastique, qui est dramatique, mais qui a ses solutions. Et tous ensemble, les décideurs, les politiques, mais surtout vous, les jeunes qui êtes parmi nous avec nous, de plus en plus nombreux, de plus en plus souvent chaque année, chaque événement qu'on organise. Aidez-nous à trouver des solutions, parlez autour de vous, et changez vos comportements, et apprenez à vos parents, vos familles à changer vos comportements, on prendra tout ensemble. Je vous remercie, j'espère que l'année prochaine nous serons encore plus nombreux et que tout au cours de l'année, nous allons continuer à communiquer à travers le monde. Nous aurons bientôt, avec des partenaires des Nations Unies, un portail web sur lequel nous pourrons poster toutes les actions qui sont mises en œuvre toute l'année, notamment au 8 juin, pour la célébration de la Journée mondiale de l'océan, sur ce que chacun fera, les individus, les organisations, les ONG, qu'on mette tous ensemble et que ce soit une ressource pour voir ce qui peut être fait et que ça serve de modèle à tous. Merci de votre engagement et on compte sur vous. Bonne journée. Merci Rejane. Bonne journée et à tout à l'heure. Et encore pour montrer que effectivement cet océan c'est un bien commun qui appartient à tout le monde, on a souhaité que participe à cette conférence Heidi Savelli qui s'occupe du programme déchets marins aux Nations Unies. Et Heidi est à Nairobi, elle parle en anglais, donc je vais essayer de traduire ce qu'elle nous raconte. Heidi, you're with us? Yes, I'm here. Yeah, that's good. Thank you very much for inviting me to be part of it. I just wanted to share some brief developments at the global level. First of all, we work with the Global Partnership on Marine Research. That is a multi-stakeholder partnership, including NGOs, schools, academia, government, and private sector. I'm going to translate, if not I'm going to be lost. Donc Heidi gère un programme qui s'appelle le Global Marine Litter Programme, dont fait partie des ONG, comme Expédition 7e Continent, des gouvernements, des scolaires. I did it short, you can stop for. Yes, that's right. We also had the second session of the United Nations Environment Assembly 2 weeks ago, and a new report was launched, the global overview of entitled Marine Plastic Debris and Microplastics. Il y a eu une assemblée générale il y a 2 semaines dans laquelle le sujet des débris plastiques a été abordé. And the countries, I'm also very glad to let you know, the countries also adopted a new resolution on marine litter, so that it demonstrates the importance that this issue has at the global level.
participants ont adopté une résolution en considérant de manière importante ce phénomène de la pollution par le plastique. And this is World Ocean Day today. UNEP is launching a new report called Vital Graphics on Marine Litter. Okay, aujourd'hui, les Nations Unies lancent à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan un nouveau rapport qui s'appelle. Can you repeat the name, Heidi? I didn't get it. It's Vital Graphics on Marine Litter. So it has a lot of graphs and figures. Ok, donc c'est un rapport avec beaucoup de graphiques sur la pollution. Ok, gotcha. Thank you. Merci Heidi. Stay with us. Heidi va rester avec nous pour parler du programme international qu'elle dirige et qui va avoir une action à partir de l'année prochaine. Thanks Heidi for staying with us. Ok, donc on a fait la présentation. Voilà, c'est un phénomène global sur lequel l'expédition 7e continent est très attachée. Pour parler de l'association un petit peu plus précisément, je vais demander à Francis Valade de bien vouloir nous rejoindre. Francis préside l'association, est un marin, homme de mer. Homme de mer, dans tout ce qui se fait voilà, de plus fort et de plus attaché à la mer. Et si tu peux donner quelques mots, toi qui as vu éclore l'idée dans la tête de Patrick et qui est aujourd'hui au Palais de la Découverte. Il y a une caboche. Bon, je suis désolé, je n'ai pas ma chemise de 7e continent, mais après j'ai une réunion, il faut que j'y travaille. Donc je me suis dit que je n'allais pas mettre de tenue, mais je suis habituellement très fier d'être avec mes collègues et cette belle chemise. Un petit salut à Carmen Perrault, merci d'être là, au président de la Société des Explorateurs, à Frédéric Montagny, le Stomatique français, François. Faut que je m'arrête parce que je sais que je vais en oublier. Oui, quand je suis allé à Guyane il y a déjà quelques années, c'était pour la création du cluster maritime de Guyane, j'ai rencontré Patrick. Et à ce moment-là, il y avait une lueur dans le regard de ce rameur transocéanique qui avait été choqué par tout ce plastique qu'il avait vu dans les océans. Rameur, mais aussi membre de la Société des Explorateurs, donc, et préoccupé, l'envie d'aller voir un peu ce qui se passait dans ces gires qui sont les endroits du monde, des océans, il y en a 5 comme ça, où le plastique de façon dans des soupes infâmes. Voilà. Le continent, comme dit Gilles, c'est pas un continent sur lequel vous pouvez marcher, c'est un continent plastique, c'est un plastique avec beaucoup de particules, de micro-particules, de nanoparticules. Alors, il avait un projet qui était de créer une association pour se préoccuper de ça, faire cette expédition. Essayer donc d'apporter sa pierre au travail des scientifiques et puis aussi mettre en œuvre une pédagogie qui permette, par les comportements, d'éviter ce désastre, d'éviter que se poursuive ce désastre, puisque déjà il avait bien conscience, et ça n'a pas changé aujourd'hui, il n'y a pas de solution aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de solution réelle pour le plastique qui est déjà dans les océans. Donc il a monté des expéditions au service des scientifiques, je dirais, en partant en mer avec des scientifiques alors qui récoltent, qui moissonnent un certain nombre d'échantillons, un certain nombre de choses qui sont envoyées ensuite dans des laboratoires. Et c'était le continent sur ce plan-là travaille avec le CNRS, avec le MES, avec le Total, avec l'Institut Océanographique, Mercator, Dassault, Suez Environnement, je regarde de ne pas oublier Suez, bien sûr, l'Agence de l'eau. Et puis le deuxième volet qui est plus pédagogique avec une partie des mêmes acteurs que je viens de citer, mais aussi le SF, l'école du ski français, parce que les ski en montagne aussi, même si le but c'est d'abord les océans, et puis l'ULSS, je remercie tout à l'heure l'intervention, j'ai eu le plaisir avec Gilles d'être récemment au Sénat pour organiser l'ULSS, j'avais été très impressionné. Et donc sur le plan pédagogique, vous avez en ce moment une caravane pédagogique qui est en train de se balader de ville en ville, essentiellement de port en port d'ailleurs, accompagnée bien souvent par le bateau qui est le support des expéditions. Elle est partie de Boulogne, on a entendu l'homme de Zika tout à l'heure, bonjour Philippe, et donc cette caravane pédagogique qui, avec le bateau, se balade et fait son travail de pédagogie. Et puis il y a eu bien d'autres actions. Il y en a une, à chaque fois je regarde Gilles, parce qu'il sait que je me plante une fois sur deux. Par exemple, l'année dernière, des tests ont été faits qui sont très très parlants. 20 jeunes, 20
minute 200 mètres, 200 kg de plastique. Soit celle, ici. Donc c'est vraiment, et puis de multiples opérations aussi aux Antilles, aux Caraïbes. Enfin, je terminerai pédagogique, je terminerai cette présentation en disant que c'est une jeune association, mais qui a déjà un score impressionnant, c'est loin d'être suffisant, de pas du tout dans notre satisfaction. Il y a des contacts nombreux aussi avec des correspondants, alors les rapports sont plus ou moins avancés, aux USA, au Canada, en Afrique et au Moyen-Orient. Voilà, je vous remercie. Merci Francis. Tu as beaucoup anticipé sur tous les sujets que l'on va aborder, donc c'est une très très bonne introduction, je t'en remercie. Et évidemment, tout cela n'existerait pas s'il n'y avait pas une âme d'explorateur. Là, je m'adresse particulièrement aux scolaires. Il n'y a pas d'université d'exploration, et c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en avant, et pour en parler, j'aimerais bien que Olivier Archambault me rejoigne. Olivier dirige cette prestigieuse maison qui s'appelle la Société des explorateurs français, et les explorateurs existent depuis toujours. Et pour devenir explorateur, tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est et quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'il y a encore à explorer? Parce que vous pouvez vous dire maintenant on connaît tout. La mer, finalement, on ne connaît pas si bien que ça, peut-être pouvoir en parler. Et l'intérêt de la démarche de Patrick, on va demander à intervenir ensuite, comment est-ce que ça se situe dans le niveau de l'exploration française? Merci. Alors, chers amis et surtout chers enfants, chers jeunes, je vais vous expliquer quelque chose d'assez simple. Depuis que la Terre existe, les gens se déplacent sur la planète. Ils se déplacent pour aller voir ailleurs. Alors après, il y a deux catégories de personnes dans la vie. Il y a ceux qui se déplacent, qui se réinstallent ailleurs. Et puis il y a ceux qui se installent jamais. Ce sont les nomades. Alors ça, vous connaissez, vous avez appris ça en cours. La Société des explorateurs est née en 1937 en France. Elle a réuni à peu près tout ce qui se fait de non connu dans l'exploration nationale. Vous connaissez peut-être au moins deux noms, des gens comme Bénédicte Victor, comme Jacques-Yves Cousteau, ou comme les cosmonautes français, comme Claudie Ignoré, qui dirigeait il n'y a pas encore si longtemps cet établissement, ou d'autres personnes. Dans la Société des explorateurs, nous avons un principe. Ce sont des gens qui partent sur le terrain et qui ramènent toujours quelque chose aux autres, que ce soit par la littérature, par le film, par la science, par l'écologie, ou, comme le fait Patrick très bien sur son bateau, il emmène des scientifiques qui vont ramener des éléments pour que tout le monde puisse en profiter, tout le monde puisse étudier, et tout le monde puisse dire ceci est la vérité, on l'a vu sur le terrain. Et si je parle de ça devant vous, chers jeunes amis, c'est que nous avons besoin à l'avenir, non seulement de gens qui regardent Internet, de chercheurs dans les laboratoires, mais nous avons besoin aussi de gens qui s'investissent sur le terrain. Et contrairement à ce que vous pourrez croire, ces gens ne sont pas si fréquents. Et donc, pour créer une vie intéressante, une vie passionnante, je vous engage, quelle que soit la discipline que vous choisissiez, les sciences, l'aventure, encore une fois la littérature, la photographie, le film, peu importe. Ce qu'il faut être, c'est passionné, et être passionné et aller à la rencontre du milieu. La forêt, le désert, la glace, la mer, peu importe lequel, il faut que ce soit une passion pour vous. Voilà pourquoi nous avons 200 membres à peu près à la Société des explorateurs, parce qu'ils font tous un métier passionnant, et ils ont tous un métier passionnant. Et c'est sûr. Voilà. La Société des explorateurs français a bien évidemment parlé de l'expédition de l'Afrique, parce que non seulement c'est un aventurier au sens humain du terme, mais c'est aussi quelqu'un qui aide à la grande chaîne de la connaissance. Et c'est pour ça que je voudrais vous inviter à regarder sur les papiers de manière très fine pour que vous puissiez avoir une forme. Donc voilà, beaucoup de passion et énormément de curiosité, c'est pas forcément un vilain défaut, mais tout ça un petit peu organisé quand même pour faire partie de cette prestigieuse maison. Donc je vais demander à Patrick, l'homme sans qui on ne serait pas tous ici, l'explorateur, mais également le navigateur, et puis l'homme qui sait fédérer les équipes autour de lui. Patrick, lève-toi et s'il te plaît, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire et comment est-ce qu'on en est arrivé ici aujourd'hui à la Journée mondiale de l'océan et Palais de la découverte? Bonjour à tous, merci d'avoir fait le déplacement. Bonjour à tous les gens qui nous écoutent un peu partout.
Mon histoire, elle est simple, elle commence à être un petit peu connue. Hein, c'est lors de ma traversée de l'Atlantique à l'Arabe, de Saint-Louis du Sénégal à Cayenne, où j'ai pu m'apercevoir qu'on traitait mal les océans. Et là, j'ai décidé, effectivement, comme l'a dit Francis, de prendre en bras le corps le problème. Aujourd'hui, c'est la journée des océans. Donc, c'est la journée de l'océan, comme disait Philippe Valette, il y en a un seul océan. Cet océan représente 0,023% de la Terre, de la masse de la Terre, pardon, merci la régie. Il faut savoir que cet océan, c'est l'équivalent d'une peau sur une ronde. C'est pas grand-chose. Et c'est vrai que depuis la nuit des temps, on a tendance à dire que l'océan est immense, insondable, inépuisable, parce que c'est quelque chose qu'on connaît mal, et qu'on connaît mal encore aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les outils d'exploration qui permettent de faire le tour de la question. Et donc on a tendance à dire, bon, quelques morceaux de plastique dans l'océan, ça m'est grave. Si, c'est grave. Comme l'a dit mon président de la Société des explorateurs français, Olivier, nous on est des gens de terrain, on est des yeux quelque part du grand public, on va sur des sites qui ne sont pas du tout fréquentés, en l'occurrence c'est Gérocéanique, il y a très peu de navigation dessus, et croyez-moi, quand on arrive et qu'on a une mer toute plate, qui est tapissée de microparticules, là on mesure notre impact, notre consommation et les dégâts qu'on fait à l'océan. Le problème c'est que ces images, elles ne sont pas fantastiques, elles ne sont pas choquantes, parce qu'on a du mal à filmer cette pollution. Cette pollution, elle est sournoise. On la croise tous les jours vous la voyez, tous les jours vous croisez un morceau de plastique par terre, tous les jours vous ne faites pas attention à ce morceau de plastique. Et ce morceau de plastique, il va finir dans les océans. Et c'est bête, c'est dommage, parce que c'est lié juste à notre comportement. Il suffit simplement qu'on prenne conscience que le plastique peut devenir une matière dangereuse et qu'il faut peut-être des fois se laisser le ramasser et le mettre dans la poubelle. Alors après, il y a un message optimiste, parce que dans les expéditions 7e continent, déjà j'ai cette chance d'être entouré par des gens formidables, on peut le mesurer encore aujourd'hui, et puis aussi on travaille avec des industriels, des politiques, comme Karim qui nous épaule sur les environnements total. Alors souvent on est critiqué en tant qu'ONG de travailler avec des industriels. Moi ça me met en colère, parce que l'avenir c'est eux qui l'ont, c'est eux qui ont les moyens de mettre en place toutes ces structures de recyclage, tous ces nouveaux produits, tous ces outils qu'on aura besoin. On est en train de vivre une révolution environnementale. C'est pas très palpable encore, mais on y est. Et c'est comme la révolution industrielle, il y a 150 ans, on avait inventé le moteur à vapeur, maintenant on voyage dans des Airbus à 380. Cette révolution environnementale, ça va être pareil, ça va être exponentiel. On le voit les travaux que fait Suez Environnement dans le tri, dans la sélection du plastique, dans le recyclage, de pouvoir créer un minerai avec ce plastique. Ça, c'est des messages optimistes. Et en France, on est trop pessimiste. Et on a trop de regard négatif sur les choses. Donc moi, c'est un message pour les jeunes, il faut être optimiste. Il y a des progrès qui sont faits. Et vous, vous allez continuer ce progrès. Voilà, je vous remercie. Ok, donc on va commencer à aborder tous les volets qui sont soulevés par Expédition 7e continent. Le mieux pour que vous soyez tous avec le même niveau de connaissance, c'est qu'on vous montre 5 minutes de film qui est un résumé de l'expédition de l'Atlantique Nord qui a eu lieu l'année dernière. Alors j'espère qu'en régie ça va fonctionner. Tout à l'heure on avait des petits problèmes de notre léger retard. Clémence, c'est à toi. Jacques, après Olivier, Jacques à Boulogne et Olivier. On vous laisse envoyer le film. On va le regarder et dans 5 minutes vous serez tous des experts de la plastification d'océan. Et donc on collecte moins de plastique. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, il est juste toujours là, mais c'est plus compliqué de calculer les concentrations qui se mangent sur les 5
plus ce plastique. Et quelque part, c'est catastrophique parce qu'on a envie de ramener des images de certains continents, on a envie d'expliquer aux gens ce qu'on voit. Et dans cette exposition, c'est pas qu'on est passé à côté parce qu'on a trouvé énormément de plastique autant que l'année dernière, mais en termes d'image, c'est pas visuel. Et si on s'adresse à un grand public, il faut leur montrer, il faut du visuel. Trouver 250 morceaux de plastique après une heure de trait, on se dit que si on multiplie par la surface de cette zone assez concentrée, on arrive à une vraie soupe de plastique. Les collections des défis élémentaires parlent d'eux-mêmes. C'est bien partout, quoi. On avait vu par microscopie l'année dernière qu'effectivement il y avait beaucoup de choses et de vies qui étaient développées sur le plastique. Alors on n'avait pas vu ça sur le plateau parce que c'est pas visible à l'œil nu, mais c'est des tout petits organismes qui se développent dessus. Donc on sait qu'il y a énormément de micro-organismes qui se développent dessus. J'étais très surpris de la quantité qu'on a trouvé dans le jeu. On a vu les mammifères, les dauphins, les chalots, on a vu pas mal d'espèces d'oiseaux, on a vu surtout les dauphins, mais on en a vu beaucoup. Tous les jours, on a vu des poissons, on a vu des planctons, soit du phytoplancton végétal, du zooplancton animal, il y a de la vie. Il y a de la vie, et en même temps, on a vu beaucoup de pollution. Sur les macro-déchets, je regardais les notes ce matin, j'ai quasiment 2 pages par jour d'observation de macro-déchets, et en dehors du gire, j'ai 2 lignes. Donc on est allé dans une décharge. Et c'est chaud. On compte clairement nos déchets qu'on a face et de voir qu'il y a quand même de la vie qui s'installe. Dès qu'on met quelque chose dans l'eau, que ce soit une bouée avec des petits filaments derrière, ou alors une grande planche, un petit bord, les poissons se concentrent dessus. Donc ce phénomène a été pas mal étudié pour la pêche, pour concentrer les poissons qui vivent en plein océan et qui normalement sont répartis un peu aléatoirement partout. Dès qu'on pouvait regarder et qu'on a pu observer, on a vu tout le temps des poissons pousser leurs déchets. On a observé des poissons herbivores, des poissons carnivores, ce qu'on appelle le premier ordre, c'est des poissons carnivores qui mangent des poissons herbivores, et des poissons carnivores de deuxième ordre, c'est des poissons carnivores qui mangent d'autres poissons herbivores. Ce qui veut dire qu'on a un peu observé toute la chaîne alimentaire présente, fixée sur macro-déchets, autour de ces macro-déchets. Parmi les poissons qu'on a observés, on a observé des thasards, donc les thasards sont des poissons qui sont consommés. Alors, si on a une présence de polluants, de différents composés chimiques nocifs au niveau des plastiques, et puis ces plastiques sont ingérés et intégrés dans la chaîne alimentaire, on peut vraiment se demander si on n'est pas face à un problème à large échelle. On passe du macro-déchet, c'est-à-dire l'objet qui fait 20 cm à ces paillettes de plastique de quelques millimètres, par fragmentation. Et donc, logiquement, il y a des particules qui font quelques millimètres, elles se cassent en morceaux encore plus petits. Et cette année, on est parti aussi à la recherche de ces particules invisibles. On a tiré des filets à plancton avec une laine très fine qui va retenir des particules micrométriques, presque 50 fois plus petites que celles qu'on retient avec l'autre filet. Et puis on fait des essais aussi pour aller chercher des particules encore plus petites, donc près de 1000 fois petites que les particules qu'on a déjà analysées. Et la question est de savoir si elles sont présentes, et si elles sont présentes, si elles sont présentes en plus grand nombre, parce que normalement elles devraient être présentes en très grand nombre. Et donc la distribution des plastiques en fonction de leur taille devrait être exponentielle, et donc plus on va vers le plus petit, et plus ils sont nombreux.
passeport d'ambassadeur c'est le continent. On va aborder un sujet qui est les conséquences de la curiosité et de la passion de Patrick. C'est le volet science. Olivier en a parlé. Évidemment, l'exploration, ça se fait avec de la science et le fait d'aller sur le terrain dans des zones comme ça un petit peu inexplorées permet aux chercheurs de travailler derrière. Et pour en parler, on a quelqu'un que vous avez vu dans la vidéo qui s'appelle Alexandra Terral, qui est tout simplement géniale. Moi je l'adore parce qu'elle a cette curiosité, elle, d'aller voir un petit peu ce qui est invisible. Donc aussi bien en physique qu'en chimique, elle est sur le monde de l'invisible. Et le décalage qu'il y a entre l'expression continent et ce que cherche Alexandra, je trouve ça génial. Donc Alexandra, si tu es avec nous à Bordeaux, est-ce que tu peux nous faire un petit coucou? Oui, bonjour à tous. Magnifique. Est-ce que tu vas pouvoir nous parler un petit peu des dernières publications que tu as pu faire paraître qui qualifient un aspect du 7e continent que l'on a du mal à imaginer? Et ensuite, est-ce que tu peux nous parler également de tout le programme Science que tu pilotes avec ta 60aine de chercheurs qui sont derrière les expéditions? Oui, je vais te parler de tout ça. Je vais peut-être juste remettre la problématique dans son contexte. Merci. Donc, on parle de pollution de plastique. Ça veut dire qu'on envisage le plastique comme un polluant. Et depuis son industrialisation dans les années 50, c'est que très récemment qu'on a pris conscience que le plastique pouvait avoir un impact environnemental. Il y a une dizaine de chercheurs qui ont publié un article dans la revue Nature en 2013 qui ont intitulé « Les débris de plastique sont classés comme des substances dangereuses ». Et ça nous interpelle. On a du mal à imaginer qu'un pot de yaourt ou une bouteille de soda puisse finalement être nocif pour l'environnement. La communauté scientifique à l'heure actuelle n'a pas encore évalué pleinement l'impact de cette pollution de plastique. Il y a de nombreuses questions qui sont sans réponse. Je vais vous en donner un exemple. L'année dernière, dans la revue Science, on a estimé que 15 millions de tonnes de plastique entraient dans les océans. En parallèle, il y a des chercheurs qui, à partir des données de terrain, comme celles que l'on va mesurer avec le 7e continent, ces chercheurs ont estimé que globalement, il y aurait 200 000 tonnes de plastique qui flotteraient dans les océans. Alors on reprend les chiffres. Depuis les années 70, ce sont des millions de tonnes de plastique qui entrent annuellement dans les océans. Et on est capable aujourd'hui d'en repérer que 200 000 tonnes, soit à peu près 1%. Où sont les 99 autres pourcents? Eh bien, il faut intensifier les efforts de recherche. Il faut retourner sur le terrain, retrouver de mesures, développer des méthodes d'échantillonnage, aller chercher plus loin, aller chercher plus petit. Et c'est ce qu'on fait au sein des expéditions 7e continent. On développe des techniques de dosage des particules microscopiques qui sont invisibles à l'œil nu, et aller doser des particules micrométriques ou particules nanométriques dans des échantillons naturels, et bien c'est un défi. Donc on est en train de développer des outils, des méthodes, des capteurs, des appareils de mesure. Je voulais souligner que les expéditions 7e continent offraient une opportunité unique aux chercheurs français pour aller explorer ces zones déjà subtropicaux, et que ces échantillons, ces données que l'on collecte sont partagées dans plus d'une quinzaine de laboratoires. Et puis cette association, c'est aussi l'occasion, aux sommes journées comme celle-ci, pour nous, chercheurs, de communiquer sur l'état de l'art et sur nos travaux. Je vous remercie. Merci Alexandra. Bon, il y a plein de volets que tu n'as pas développés, notamment au sujet de la plastisphère, toute la vie qui se développe sur ce continent de plastique, sur ce déchet de plastique. Peut-être que tu veux rajouter un mot là-dessus? Oui, donc on voit qu'il faut comprendre où sont les 99 autres pourcents du plastique. Donc il faut retourner vers des mesures sur le terrain. Il faut nous soutenir l'association pour retourner vers des mesures. Et alors, quel est l'impact de ce plastique? Eh bien, il peut y avoir des effets chimiques parce que ces plastiques transportent des composés chimiques comme des colorants organiques persistants, des métaux. Et puis, le plastique transporte les organismes sur des grandes distances, peut éventuellement perturber les équilibres des écosystèmes, comme la plastisphère, tout ce biofilm, c'est pas une série qui se développe sur le plastique, pour certaines sont pathogènes.
Super. Donc on comprend bien qu'on a beaucoup de plastique dans l'océan. Ce plastique nous vient du continent. Patrick parlait des plastiques que l'on voit dans la rue. Et du coup, il va y avoir une altération de l'océan qui est une altération massive. Pour en parler, nous avons Françoise Gaille qui est notre spécialiste mer au sein du CNRS. Françoise, bienvenue, merci d'être avec nous. Je sais qu'aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour toi et ton temps est compté, mais si tu peux un petit peu nous expliquer, nous éclairer sur pourquoi est-ce qu'il est important de garder un océan en bonne santé pour nous, génération actuelle, mais également pour les générations futures. Oui, merci, bonjour à tous, et merci de m'avoir invité à dire 2 mots. Je pense que c'est très important aujourd'hui. Vous avez peut-être vu quelque chose, c'est-à-dire tout à l'heure, tout à fait au début, il y avait World Oceans Day, avec un S, comme s'il y avait plusieurs océans. Et bien alors en français, on dit le jour de l'océan. Bon, parce que nous pensons qu'il n'y a qu'un océan. Et donc ça veut dire, ça simplement, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Ça c'est la première chose. Personnellement, je pense qu'il n'y a qu'un seul océan, parce que si on se base au niveau planétaire, il n'y en a qu'un. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi c'est important finalement l'océan. Et bien si on regarde au niveau de la Terre, on s'aperçoit que finalement les 2 tiers de la surface de la planète, c'est l'océan. Et si on regarde maintenant la biosphère, et bien réfléchissez à ça, 90% de la biosphère, ça sera l'océan aussi. Et d'ailleurs, à cet égard, il y a eu la COP21 à Paris, et on a été un certain nombre dans la plateforme Océan Climat, par exemple, dont fait partie le 7e continent, à pousser pour que l'océan soit introduit dans les négociations climatiques. Puisque avant la COP21, l'océan n'était pas mentionné comme tel. Alors si quelque chose n'est pas mentionné, ça n'existe pas. Et la deuxième chose, c'est que finalement, on a réussi, parce que nous étions associés, tous les acteurs de l'océan, à faire en sorte que l'océan soit nommé dans le préambule de la COP21. Donc on est tout à fait content, mais c'est une première étape. Et puis maintenant, on a une deuxième étape, c'est qu'on va avoir un rapport spécial climat-océan-biosphère dans les années à venir par Vincent GIEC, qui va nous dire qu'est-ce que nous devons penser sur l'océan. Et ça serait une bonne idée finalement, dans ce cadre-là, d'introduire cette notion de plasticère, qui pourrait nous permettre de voir un petit peu qu'est-ce que les actions humaines peuvent introduire au niveau du fonctionnement de l'océan. Parce que, par exemple, Océan Climat, on sait que c'est l'océan qui régule le climat. C'est l'océan qui capte à peu près 90% de la chaleur que nous avons, qui sont les conséquences des gaz à effet de serre. 90%, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire, mais ça veut dire que si on n'avait pas l'océan, c'est pas 2 degrés qu'on aurait dans les années à venir, mais ça serait beaucoup plus, 10 fois plus. Donc il y a la conscience du fait que l'océan c'est important. Voilà mon message. Merci pour cette intervention qui, je crois, est claire sur l'objectif majeur qui est de garder cet océan magnifique, c'est une diversité incroyable, de le garder en bonne santé. L'autre partie de la science qui nous préoccupe, c'est où est-ce que cette pollution finit dans l'océan, celle qui part depuis notre continent et celle qui va dans l'océan. Comment est-ce que Patrick décide d'aller à tel endroit, telle longitude, telle latitude, pour voir s'il y a effectivement une grande concentration? En général, c'est assez loin de nos côtes, on se situe à 2000, 3000 km des côtes, donc on ne va pas se balader comme ça pendant des mois et des années à essayer de trouver les plus fortes concentrations. Et pour cela, on a un organisme qui nous soutient, qui s'appelle Mercator Océan, et Pierre Deverel, qui est dans la salle, va venir nous expliquer un petit peu l'Institut Mercator Océan, qui est lui spécialisé dans la courantologie. Donc explique-nous un petit peu ce qui se passe dans les océans et pourquoi est-ce qu'on a des concentrations de plastification que l'on appelle continent. Merci. Très bien, merci beaucoup. Bonjour. Donc mon métier est de faire la prévision de l'océan. On sait prévoir aujourd'hui les courants, la température de l'eau, comment ça évolue, la présence de glace, de chlorophylle, etc.
Et on a travaillé avec le 7e continent pour justement faire l'assistance, pour lui donner des recommandations et dire à peu près où est-ce que ça allait se passer. Alors je suis venu avec des bonnes nouvelles parce que c'est la journée de l'océan, j'ai envie de vous donner des bonnes nouvelles. Donc la première des choses, d'abord sachez-le, retenez-le, on sait prévoir beaucoup de choses sur l'environnement de l'océan. Donc il est impossible aujourd'hui, si vous avez un besoin, la température, la salinité, à 3 mètres de profondeur, la couverture de glace, etc., vous demandez, vous exigez, l'information existe quelque part. Et un courant, c'est pas les petites choses qu'on imagine, un courant, prenez la Seine, qui est un petit peu en furie en ce moment, vous prenez 250 fois la Seine le temps, vous faites la même chose, comme ça, et vous avez une idée de ce que c'est que la puissance d'un courant comme le Gulf Stream à peu près. Donc c'est un truc qui est phénoménal, qui transporte de la chaleur, de l'oxygène, de la vie, du nutriments, etc., qui se tord dans des méandres, qui fait des grands tourbillons, et à force de faire des grands tourbillons, il a concentré quelque chose qui est excellent, qui est génial, qui est la vie. Et malheureusement aussi, parce qu'on y met c'est ce genre de carte qu'on va pouvoir faire, c'est ce genre d'informations qu'on a partagées. Donc la première bonne nouvelle, c'est qu'on sait jamais beaucoup de choses. Et qu'en plus, il y a des milliers d'innovations à faire, de sciences, donc plongez-vous là-dedans, vas-y, il y a encore des liens qu'on a avec la recherche, nous montrent qu'on a encore tellement de merveilleuses informations à fabriquer et à passer au chat. La deuxième nouvelle que je voulais vous donner, c'est qu'on est en train de réussir à convaincre que cette information est un bien public et que tout le monde doit y avoir accès. Et on est en train de convaincre l'Union européenne qu'il doit exister un grand service européen de prévision d'océan qui décrit l'état de l'océan et qui doit être accessible, qui doit être libre, gratuit, dans lequel on a mis la meilleure information qu'on va collecter un peu partout et qu'on va la mettre disponible à tout le monde, aux citoyens, aux profs de SVT, aux expéditions, aux services marchands, aux services publics, à la recherche, etc. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on nous a confié ce travail de mettre en place ce service. On a 7000 abonnés sur tous les continents qui commencent à récupérer cette information-là et qui font des choses merveilleuses. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que quand on sait pourquoi on fait quelque chose, quand la cause est juste, quand il se passe un truc, quand il y a un catalyseur comme Patrick ou comme l'équipe, qui tout d'un coup nous dit, alors, et là il y a toutes les forces qui s'allument. Et ça c'est génial. C'est-à-dire de favoriser cette information sur les grands courants et sur tout le reste. On y mettra les meilleurs et l'autre, mais exigez toujours le meilleur son. Besoin de Merci Pierre. En plus, ça fait une formidable introduction vers les bonnes nouvelles. Donc, on n'est pas dans un monde de mauvaises nouvelles. On a un souci qui existe, qui est là, et on va pouvoir commencer à imaginer qu'est-ce qu'on peut faire, tout un chacun, pour y trouver des solutions. Pour ça, on a un partenaire qui nous aide, qui est la Fondation Total. J'ai quelques différents devant moi, qui va pouvoir un petit peu parler des actions de la Fondation Total, tant au niveau scientifique qu'au niveau pédagogique. Et le pédagogique, on va le développer, le scientifique, on vient d'en parler, et puis on va arriver un petit peu on va enchaîner tranquillement vers les solutions, et comment est-ce que l'on pourrait arriver tous ensemble à mettre un terme aux expéditions de Patrick. Bonjour et merci de nous avoir invités aujourd'hui et puis dans cette démarche, parce que je comprends bien que ce n'est pas facile. Quand on est une société totale, on fabrique des produits qui sont une partie du problème. Et la grande réflexion qu'il y a, parce que dans la société civile, on a besoin de tout le monde, c'est de se dire on est une partie du problème, nos produits le sont, mais ils peuvent et nous pouvons aussi être une partie de la solution. Alors cette réflexion, on a pu l'entamer il y a quelques années autour de l'essence et des carburants. On a parlé tout à l'heure de la mobilité. C'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, eh bien, on a Total, une société comme la nôtre, est légitime, quand elle vend son essence, aussi dire aux gens, attention, ne faites pas n'importe quoi. L'essence, c'est fait pour voyager, c'est pas fait pour courir des risques, pour mettre en danger sa vie, et surtout celle des autres. Et donc, par exemple, en Afrique, on est devenu un acteur de la prévention de la sécurité routière, en appelant, en demandant à des gens qui savent le faire, qui savent éduquer, c'est pas notre métier, en ayant des nouveaux partenaires qui font le sujet de la biodiversité marine, qui était à ce moment un sujet nouveau et peu exploré. Et des personnes comme Françoise Gall, qui vient de quitter, qui vient de partir plutôt, elle nous a aidés depuis le premier jour. Et donc ce que nous faisons, c'est contribuer à financer des recherches depuis donc plus de 20 ans sur ces sujets, et nous avons choisi à la demande du 7e continent de soutenir le volet scientifique, qui est conduit notamment par le CNRS, pour justement mieux comprendre, comme on vient de vous l'expliquer, l'étendue de ce sujet et la façon dont on pouvait mieux le prévenir. Et puis à côté de ça, nous essayons vraiment, chaque fois que nous avons un projet, de participer
à la sensibilisation. Et là, nous pensons que ce sujet qui est tellement sensible, qui est tellement visible, c'est un très bon sujet qui peut inviter chacun d'entre nous, nous industriels, nous adultes, vous les jeunes, aussi à faire notre part. Et donc, je crois que tout ce mouvement autour de 7e continent nous permet à tous de faire notre part et nous sommes très très heureux de pouvoir le faire au travers de la Fondation comme industrielle. Alors, je voulais dire aussi, peut-être quitter cette casquette et reprendre de l'autre, qui est la plus belle, qui est celle de maman, comme on a des jeunes devant nous, de dire, moi j'ai été beaucoup éduquée par mes enfants, et même si j'essaie de les éduquer, je crois que nous, chaque jeune, chaque enfant a aussi un rôle pour les parents. Et donc, n'hésitez pas à les inviter tous à faire leur part. Je crois qu'ils vous comprendront et que la planète vous en sera reconnaissante. Voilà, merci. Merci. Merci, Catherine, c'était clair. Le message porté par les enfants, c'est vraiment une partie solution, mais comme ça, vraiment très importante en ce qui nous concerne. L'éducation, on a commencé avec l'agence de l'eau Seine-Normandie il y a 3 ans. Et j'ai Sylvie Brissot qui est en charge de la communication qui va pouvoir nous en parler. Alors, pourquoi est-ce que pour nous c'était important d'avoir les agences de l'eau comme partenaires? Merci Sylvie. En fait, tout part de là, tout part de chez nous, tout part de notre geste quotidien. Et ça va dans le ruisseau, ça va dans le fleuve, ça finit dans l'océan. Et rien de mieux que d'avoir des agences de l'eau, donc ce sont des organismes qui gèrent la qualité de l'eau de nos fleuves et de l'eau du robinet que l'on a finalement dans tous nos foyers. Pour être partenaire de 7e continent, c'est vraiment très important. Les fleuves charrient toute cette pollution que l'on retrouve au milieu de l'océan. Et Sylvie va pouvoir nous en parler plus particulièrement. Bon, bonjour, donc je tiens déjà à excuser ma directrice générale, spécialement, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Alors c'est vrai, comme le dit Gilles, on a été partenaire depuis 2014 dans l'expédition 7e continent, quand 7e continent est parti dans le gire de l'Atlantique Nord. Alors pour nous, c'est vraiment formidable cette expédition, parce que déjà c'est nos yeux un petit peu sur ces pollutions lointaines et parfois invisibles. C'est un formidable levier pour faire comprendre en fait, à tous les habitants du bassin Seine-Normandie l'impact que peut avoir les pollutions plus loin. Comme dit Gilles, quand on jette quelque chose par terre, ça ne disparaît pas par magie, ça va se retrouver quelque part. Et l'action de l'Agence de l'eau, c'est bien de travailler sur la lutte contre les pollutions, que ce soit les pollutions plastiques, les pollutions chimiques, toutes les formes de pollution, et de travailler avec tous les acteurs que sont donc les collectivités territoriales, les industriels, les associations, et bien sûr les enfants, qui sont aussi cibles importantes pour nous. Donc dans cette opération qu'on avait appelée de la Seine au 7e continent, on a réussi à sensibiliser quand même beaucoup d'enfants, beaucoup d'associations qui, par un système en fait, de duplex très dynamique, ont pu comprendre en fait l'impact que chacun pouvait avoir au-delà de ce qui se passe à ses pieds, on va dire. Et voilà, donc nous on est forcément ravis d'être partenaires d'une expédition aussi dynamique, d'une association. Merci. Avec plan d'action, effectivement, d'éducation, comme tu disais, on faisait des duplex avec le bateau et on avait des opérations de ramassage dont parlait Francis au début de l'opération, sur 200 mètres de berge à la source de la Seine. On pouvait ramasser 200 kg de déchets en 20 minutes avec simplement 20 personnes qui étaient impliquées. Donc là, on comprend immédiatement que toute cette pollution finit là où se trouvait Patrick, et puis on était en correspondance avec Patrick au milieu de l'océan et puis son équipage pour signifier que tout était lié. Et nous, ça nous permet vraiment de bien expliquer en fait tout ce qu'on peut mettre en place pour lutter contre toutes les formes de pollution. Déjà, bon, évidemment, ne pas la produire, réduire la pollution à la source, c'est la meilleure façon de lutter contre. À la fois pour préserver bien sûr l'océan, mais aussi les fleuves, les rivières, les nappes d'eau souterraines, les eaux littorales, etc. Donc je pense que les enfants ont été très surpris parce qu'ils ont trouvé dans le milieu naturel, puisqu'en 20 minutes, ils ont ramassé, hélas, énormément de choses qui étaient visibles, mais il y a aussi toutes les pollutions, on va dire invisibles, les pollutions chimiques. Et donc l'Agence de l'eau Seine-Normandie est un établissement donc, public de l'État qui finance en fait toutes les actions des collectivités, des industriels, des agriculteurs, des associations qui contribuent en fait à lutter contre les formes de pollution dans le milieu aquatique naturel. Voilà. Merci.
très important d'impliquer tous les bassins versants, tous les fleuves, en France, mais également à l'étranger. On a réussi cette année à avoir le soutien d'une autre agence de l'eau. En fait, la France est configurée ainsi, chaque grand fleuve a son agence. Et cette année, Artois Picardie nous a rejoints, mais là je vais trop vite, et puis Adour-Garonne. Et pour parler de ce qui se passe dans le sud-ouest, où là, cette année, on avait une action un petit peu particulière, puisque Patrick est en exploration dans le golfe de Gascogne, on a eu l'agence de l'eau Adour-Garonne, deux grands fleuves, un estuaire et la Gironde, que l'on a exploré pour voir s'il y avait vraiment beaucoup de plastique. Patrick va pouvoir y revenir et on va y revenir après. Mais pour en parler, je voulais avoir Éric Lebas, qui est à Bordeaux, à Cap Science, et qui est lui en charge du littoral. Patrick, tu es avec nous? Ok, je t'entends faiblement. Est-ce que... Éric, tu m'entends? Oui, oui, voilà, parfait, magnifique. Donc Éric, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des enjeux du golfe de Gascogne et savoir qu'est-ce que vous faites au niveau agence de l'eau à Adour-Garonne pour lutter contre l'extraction plastique? Alors tout d'abord, je suis Valérie Lech, site de notre net, la communication. Je suis remercié d'un collègue de Seine-Normandie parce qu'en termes d'objectifs de chaque agence, on intervient sur la gestion de l'eau et on a bien. Alors moi je souhaitais en fait souligner deux points qui me paraissent essentiels de la réunie ce matin. C'est d'abord l'intercommunalité des versions françaises dans ce domaine, parce que là, en fait, rien d'autre peut lier à la gestion de l'eau et en parallèle d'actions curatives, par exemple, qui à récupérer les déchets présents dans l'immeuble. Il est aujourd'hui extrêmement important de mener aussi des actions préventives. Dans cette déchet, il faut aller que les déchets. Le prochain, quand je dis déchets, c'est pas pour parce que, en fait, on se responsable et chacun et dans ce cas, il y a des actions de communication, de sensibilisation, d'éducation à l'environnement qui peuvent permettre en fait de partager, de faire comprendre cette problématique et enjeux de cette problématique à chacun d'entre nous, à un plus grand nombre, pour que en fait, de conscience puisse se faire. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir sensibiliser en fait le grand public au lien au lien amont-aval. Au lien amont-aval, on expliquant en fait que toute action en amont sur un bassin versant a des conséquences en aval sur un bassin versant et donc ensuite au niveau de l'océan. Et un des moyens de le faire, c'est que tout le monde avait la rencontre de manière pédagogique, logique, aussi pratique. Je pense grâce à ma et l'opération serait pertinente sur une telle approche. Le second point que je vais aborder, ça concerne les besoins de connaissance sur les applications. Pour les pratiques des déchets, et la mise en œuvre d'un certain milieu marin et une directive en fait, elle qui demande à ce que le milieu marin atteigne les bons statuts à l'horizon en 2020. Nous avons des besoins de connaissance à la commission. Et pour les déchets, en fait, c'est de bien comprendre les problématiques liées au bassin versant, le best office, chaque bassin versant, afin qu'on puisse bien identifier les leviers sur lesquels on peut agir et définir les actions et les politiques les plus appropriées pour répondre à ça. Et là aussi, je sais pourquoi, depuis cette année, nous avons notre opération. Voilà, je vous remercie. Merci Eric, on a dû tendre l'oreille, la connexion son n'était pas très bonne. Je n'ai pas super auto, je ne savais pas si vous mais on a compris au moins 70% de ce que tu disais. Écoute, on va compléter avec Annabelle Momentin, qui est elle, agence de l'eau Artois Picardie, qui est à Boulogne-sur-Mer. Annabelle, j'espère qu'on va mieux t'entendre.
Ben, j'espère. Magnifique, on a un son superbe. Évidemment aussi, Arthur Picardie, le nord de la France, la Manche, tout ça, vous êtes concerné par cette pollution. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors on est concerné, je vais faire un petit rappel bref. Je sais que le bassin hydrographique Picardie, on est l'un des plus petits bassins français, avec une population importante et une pollution chimique qui date de l'ère industrielle qui était assez importante chez nous. Et puis un petit linéaire de côte. Donc en fait, on n'intervient pas directement sur le milieu marin au niveau de la gestion de l'eau. On va plutôt intervenir, comme l'a dit mon collègue, plutôt sur le lien terre-mer et faire des interventions plus particulièrement sur terre, donc qui ont un impact indirect sur la mer. Je vais prendre des exemples. Par exemple, lorsqu'on finance un entretien de cours d'eau, la collectivité ou l'association qui va faire cet entretien va forcément retirer de ce cours d'eau tous les déchets, et donc les déchets plastiques qui ne vont pas se retrouver au niveau de l'estuaire et au niveau de la mer. Un autre exemple, lorsque l'on finance une station d'épuration, lorsque le rejet se fait dans le fleuve, le traitement qui est réalisé dans cette station d'épuration va permettre de diminuer tout type de pollution, alors que ce soit la pollution de macro-déchets, avec l'entrée de station, on fait un grillage. Les eaux pluviales qui peuvent arriver en station, lorsqu'elles sont passées sur une rue, elles sont chargées de macro-déchets, et donc ces macro-déchets peuvent être stockés en entrée de station, donc on ne les retrouve pas non plus à la mer. Alors, voilà, c'est financement, enfin, une participation qui est un petit peu indirecte, mais qui est importante, parce que comme a rappelé le collègue M. Le Vogt tout à l'heure, le lien terre-mer, les collectivités, les élus, tous les particuliers ne l'ont pas. Nous ne se rendons pas compte que lorsqu'il y a une action qui est faite en amont d'une rivière, en fait, on retrouve en fait cette pollution à la mer. Et ensuite, ce sont les enfants en particulier qui s'en préoccupent lorsque les campagnes de sensibilisation sont faites par les écoles ou par les associations, lorsqu'il y a des campagnes comme ça de ramassage de déchets sur les plages. C'est uniquement à ce moment-là qu'on en parle et qu'en fait on se rend compte que ce lien terre-mer est très important et qu'il faut faire attention à tout ce qui arrive et tout ce qu'on jette. Voilà pour le bassin tropicien. Merci, tout ça est très clair. Alors, tous ces soutiens nous ont permis de mettre en place une tournée pédagogique de sensibilisation nationale. Je voulais remercier également la dernière école qui arrive un petit peu de loin et qui vient de s'installer. Vous êtes les voileux de... Non, c'est pas ça? Non. Vous venez d'où? Du Calvados. Bienvenue. Donc voilà, ça nous amène sur cette tournée nationale de sensibilisation, y compris dans le Calvados, on sera à Caen à un moment donné. On a fait, comme l'a dit Francis, plusieurs étapes, pas forcément que des ports. On était à Toulouse dernièrement, on était à Troyes, on était vraiment loin également dans les territoires, on était en montagne, on va pouvoir aussi en parler. Ce que je vous propose, c'est de regarder un petit film qui va vous décrire ce que nous avons fait, ou ce qui est en cours, et qui se terminera pour les Parisiens le 14-15 juin à Paris sur les Pexels. Donc suivez l'actualité sur le site internet et les réseaux sociaux. Mais on va tous découvrir le film, on vient juste de le recevoir ce matin, je ne l'ai même pas encore regardé. Merci à Vichy qui est dans la salle avec son appareil photo et sa caméra de nous l'avoir amené. Cette opération de sensibilisation avant les grandes vacances, c'est très important. La Sainte Armée de nous rapprocher du grand public et de pouvoir parler de cette problématique de la pollution des océans, et aussi de pouvoir recevoir les scolaires. Donc c'est vrai que notre trajet de Boulogne à Biarritz, toute la façade atlantique, c'est une grosse opération pour 2016. 80% des déchets viennent du continent, donc pour nous il était important de faire comprendre au grand public que même si on habite en haut des montagnes, le déchet qu'on va lâcher dans la nature va finir dans les océans. Cette opération elle a plusieurs objectifs. Déjà, c'est de se rapprocher du citoyen, de pouvoir communiquer avec lui, de lui montrer le travail qu'on effectue lors de nos missions.
mais aussi se rapprocher des élus, voir les politiques qui mettent en place en termes environnementaux pour éviter que ces déchets arrivent dans les océans, et bien sûr se rapprocher des scolaires avant les grandes vacances pour les sensibiliser. Donc dans cette mission, la nouveauté, c'était d'échantillonner dans les estuaires. Il y a un peu moins d'informations dans la littérature scientifique sur les concentrations de plastique dans les estuaires. Donc il fallait adapter les protocoles d'échantillonnage. Et surtout, dans les estuaires, il y a beaucoup de limons, de matière en suspension. Et là, il y a le deuxième défi, c'est de mettre au point en laboratoire des méthodes pour séparer tout ce qui est naturel des échantillons de plastique. Et donc, qu'est-ce que j'attends à trouver dans les estuaires? Des microplastiques primaires, c'est-à-dire des petits morceaux de plastique qui entrent dans l'environnement déjà sous forme de petites particules. C'est les fibres synthétiques des vêtements, c'est les microbilles qu'on utilise dans les cosmétiques. Nous, les scientifiques, on observe, on mesure, on évalue les impacts, et ensuite il faut faire passer ce message pour ensuite contrôler cette pollution, parce que la solution c'est empêcher que le plastique se retrouve dans l'environnement. Une fois qu'il y est, on ne peut pas nettoyer tout ça, et il se fragmente en petites particules, c'est pas possible de le récupérer. Donc il faut empêcher qu'il arrive dans l'environnement. Tout ce qui vient en mer vient de la terre. Je pense que c'est peut-être l'occasion pour nous, et par notre action, de sensibiliser au bon comportement. Lorsque l'on voit l'état des océans, et vous en avez été un acteur et un témoin privilégié, malheureusement, de ce que la plastification des océans a mené en dégradation finalement de la planète bleue, puisque l'état écologique des océans dépend aussi de l'état écologique de l'humanité. L'homme est adapté à un environnement. Et si on démolit l'environnement, c'est pas parce que la nature est ceci ou cela, on dit que l'homme est adapté à son environnement. Et l'environnement, la Terre, repose pour une bonne part sur l'océan. Si on détruit l'océan, si on ne prend pas le minimum de précautions, je pense que ça va recailler sur le climat, ça va recailler partout, sur les décrets suivants. Bref, je crois que c'est l'existence même de l'homme qui sont en jeu. J'ai voulu venir au bout de l'expédition de navigateurs, de tout ce qui anime cette opération pour révéler des créatifs, pour comprendre les enjeux de la révolution climatique. Je crois que c'est un pas de gens qui concerne chacun d'entre nous et sur lequel il faut qu'on prépare. Et précisément, l'expédition sur le continent est à l'avant-garde avec ce projet extraordinaire qui permet aussi bien de sensibiliser les jeunes que les élus. Et le plus important, c'est une mobilisation massive. Parce que l'enjeu c'est maintenant, c'est pas demain. C'est qu'on redevienne optimiste, on dit regardez, faites le point de toutes les bonnes initiatives qui se font un peu partout dans le monde. Et ça va donner le poids au cœur. Et on aura tous envie de faire mieux que l'autre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et l'environnement, c'est ça. Ça marche. Évidemment, on veut apporter beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme dans les solutions, dans l'éducation, et symboliser également que cette pollution, elle ne concerne pas que les gens qui habitent au bord de la mer, que les marins, mais nous concerne tous. Et Eric Simon, qui est là, qui s'occupe de développement durable dans une organisation montagnarde, les écoles de ski français, quand on leur a parlé de ce sujet en disant vous savez, nous on va au milieu des océans, Eric vient là, on va au milieu des océans, Patrick il va mettre des chercheurs là-dedans, etc. Et vous aussi vous êtes concernés, et ben ils n'ont pas réfléchi bien longtemps, immédiatement, on a eu le soutien de l'école de ski français en disant c'est génial, on va nettoyer nos montagnes, et tout cela a un lien avec ce que vous voyez en mer. Et quoi de plus fort que de symboliser un déchet sur les sommets qui nous arrive dans l'océan. Eric, ça fait...
Stéphane, pardon. Stéphane et non Eric va nous parler de cela. Alors, j'avais préparé un discours très très protocolaire, mais je pense qu'avec tous les scolaires qui sont dans la salle et leurs professeurs, je pense que je vais changer mon discours une fois que j'aurai fait les remerciements nécessaires. Nous sommes 17 000 moniteurs et monitrices des écoles de ski français, et effectivement, au niveau du syndicat national, nous avons mis en place une commission qui s'appelle Commission de développement durable. Et on a fait des opérations de forme, sous forme pédagogique, parce que le prof de ski donne des cours et donne des cours aussi de tri et de civisme par l'intermédiaire d'une opération qui s'appelle la Trace, qu'on a fait en partenariat avec CCI Montagne, les champs de commerce et d'industrie de montagne. Et le slogan c'était « la trace, mais ne laisse pas de trace ». C'est suffisamment symbolique pour représenter ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a oscillé, mais on n'a pas le droit de laisser derrière nous des choses qui vont se retrouver dans la nature. La deuxième action, nous l'avons faite depuis un an, on fait chaque année. Alors cette course, la journée mondiale de l'océan, nous on fait la journée de ramassage des déchets sur les domaines skiables. Et cette journée de ramassage, on va faire un soutien avec les CCI Montagne, Vacances Propres et l'expédition 7e continent, bien sûr. Les objectifs étaient nombreux, mais on en retiendra principalement deux. Une action concrète sur le terrain, avec les monitrices et les moniteurs, et avec les enfants des groupes scolaires. C'est-à-dire qu'effectivement, on ramasse, on met dans des sacs, et ensuite, une fois que c'est dans des sacs, on va trier et on va faire ce qu'on appelle le tri sélectif, c'est-à-dire qu'on va séparer en fonction des différents bacs qu'on connaît tous maintenant en France. Et on a trouvé des choses. Et où on trouve le plus de choses au niveau des domaines skiables, eh bien là où les gens ne skient pas, ça paraît un petit peu, sous les télésièges et sous les télécabines. Pourquoi? Parce que sous les télésièges, quand ils ne skient pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils se reposent et ils mangent, ils cassent la croûte, et il y a tout qui tombe des télésièges. Alors il y a tout ce qui est perdu, bien sûr. Il n'y a pas que ce qui est perdu, il y a ce qui est jeté. On trouve des mégots, on trouve des canettes métalliques, on trouve des bouteilles plastiques, et bien sûr des déchets de résidus alimentaires. Donc on a ramassé ça, on a trié avec eux, et on est allé jusque donc au bout du bout, c'est-à-dire à mettre ça dans les bacs de déchets. Alors, c'est symbolique, mais ce que je voulais vous dire, c'est la façon dont j'ai fonctionné depuis très longtemps avec mes enfants. Je vais vous donner un exemple tout simple. En montagne, au printemps, on va aux champignons. Et on trouve des champignons qui s'appellent les morilles. Tout le monde connaît les morilles. C'est très très bon, tout le monde en a mangé. Et bien, parfois, quand on se balade dans des coins, mais complètement peu fréquentés, puisque les coins de morilles, forcément, c'est secret, et bien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des sachets plastiques. Et la simple chose qu'il faut faire quand vous trouvez ces sachets plastiques, c'est pas les vôtres. Vous les prenez, vous les mettez dans votre sac, vous les ramenez et vous les mettez au tri. Et donc, avec les enfants, on a pris l'habitude d'avoir une symbolique qui est le geste Briançonné, puisqu'on habite à Briançon. Donc, le geste Briançonné, c'est quand on va en montagne, chaque fois qu'on rentre de montagne, on a toujours un déchet qui ne nous appartient pas et qu'on se permet d'aller mettre à l'endroit où il doit être, c'est-à-dire au niveau du tri sélectif. On est 7 milliards d'habitants sur la planète. Si chaque jour on ramassait un déchet qui ne nous appartient pas pour le mettre là où il doit aller, imaginez le nombre de tonnes par jour qu'on éviterait à nos amis les océans. Merci beaucoup. Merci pour ce geste. Évidemment, si on en trouve dans les coins secrets à Morilles, des déchets plastiques, je vous laisse imaginer tout ce que l'on peut retrouver ensuite en mer et dans le golfe de Gascogne. Patrick nous disait que c'était juste simplement hallucinant. Cette partie éducation, elle est vraiment hyper importante pour nous. L'UNSS, vous êtes ici pour le symboliser. Je crois que vraiment les écoles, c'est par les enfants que les messages vont passer. Catherine Ferrand tout à l'heure le disait, quand on a une casquette de maman, ce sont les enfants qui éduquent les parents. Donc c'est vraiment hyper important que vous ayez conscience de ce sujet-là, que vous ayez les gestes briançonnés,
évidemment, mais que vous forcez les plus grands à vous imiter. On va passer cette partie UNSS. Clément, si tu veux bien avancer sur la présentation. Je ne suis pas sûr que Gaël veut prendre la parole. Gaël? Non? Rien à rajouter par rapport à ce que Laurent disait. On y va, on enchaîne. Ok, ça va nous permettre d'aller plus vite et comme ça vous allez pouvoir découvrir le panel de découverte. On va parler des actions, des outils que l'on a à disposition pour l'éducation. Il y en a un qui est formidable, on vous en a amené pour les écoles. Patrick a rencontré Dominique Serafini, qui est un dessinateur, c'était celui qui faisait des BD pour Normand Cousteau. Et immédiatement, l'affaire s'est faite. Serafini a dit Patrick, je vais faire une BD de ton aventure. Et donc, voilà, le monstre de plastique est né. C'est l'aventure romancée, hein, des expéditions 7e continent, mais malgré tout, ça a une vocation très peu romancée. Bon, alors, jusqu'au monstre de plastique qui prend vie de façon Kraken, c'est la réalité. Ensuite, le Kraken, bon. Et voilà. Vous pouvez la découvrir, elle est sur le site internet, vous pouvez la commander, en parler autour de vous, et c'est un super outil pédagogique. L'autre chose que l'on a développée, on va avoir un petit film qui va s'enchaîner, donc un petit peu de technique, c'est une plateforme digitale, évidemment. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, on utilise beaucoup Internet, et sur le site 7e continent, il y a une plateforme pédagogique pour vous, les professeurs. On a adapté les cours du secondaire, collège, lycée, pour pouvoir traiter dans les cours de géographie, de mathématiques, de physique, etc., pouvoir traiter le sujet 7e continent. Et puis dernièrement, on a fait un espace digital qui s'appelle « Tu m'expliques le 7e continent », qui vous permet de naviguer dans des environnements qui sont soit hyper pollués à terre, hein, soit des environnements plus sains, qui gèrent bien ces déchets et qui expliquent évidemment la finalité avec le 7e continent. On a une petite vidéo avec de l'infographie qui va suivre derrière et qui va vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. C'est ça. Dans cet espace, tu m'as expliqué ce 7e continent, il y a plein d'infographies comme ça qui sont carrément géniales. Et, on va le faire certainement en anglais bientôt, mais en tout cas c'est là, c'est à dispo, c'est sur internet, et tout le monde peut aller piocher là-dedans et comprendre de quoi il s'agit. Évidemment, l'éducation, c'est aussi l'information, et pour ça on a fait un partenariat avec le Club des directeurs artistiques, qui est un petit peu comme la Société des explorateurs français, ça regroupe tous les directeurs artistiques de l'agence de publicité. On devait avoir Sophie Gelé, donc je peux faire Sophie Gelé à l'instant, mais elle n'est pas arrivée, peut-être en retard. On a eu 170 projets, une quarantaine d'écoles d'art graphique qui ont participé à cette campagne, et elle va être relayée par, ou elle est même à l'heure actuelle relayée par JC Decaux. Tu peux dérouler, Clément. Ça c'est le premier prix, donc voilà, on a demandé un petit peu dans le développement de la notoriété de ce phénomène, ce que feraient des jeunes publicitaires. Et cette campagne est ressortie en premier. Voilà, c'était le continent pour certains, celle-ci également. Alors, il faut savoir que pour nous, c'est important de développer la notoriété de ce phénomène. On a seulement un Français sur 5 qui connaît le phénomène. C'est l'IFOP qui nous l'a dit au mois de janvier. Donc, un Français sur 5, c'est-à-dire 20% qui connaît le sujet. Ça veut dire que 80% ne le connaît pas. Donc il faut vraiment relayer l'information autour de vous, dans les cours de récré, dans les dîners d'amis, et donner l'adresse 7e continent pour que les gens puissent voir un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, donc on va dérouler là-dessus, c'est une super campagne, on va l'afficher, et pour nous c'est vraiment super important. L'autre aspect des solutions au-delà de l'éducation, c'est évidemment les industriels, et pour ça on est avec Suez, avec Sabine qui va pouvoir venir nous parler de tout ça. Donc Sabine Zarietti travaille chez Suez
sur le côté valorisation des déchets de plastique. Hein, ce plastique, une fois qu'il est dans la nature, finalement, il n'est pas à sa place. Il a une valeur économique, industrielle. On peut en faire plein de choses. Et ça, tu vas pouvoir nous en parler. Bonjour à tous. Suez est un groupe international qui est engagé dans la protection des ressources via ses métiers historiques de gestion de l'eau et des déchets. Donc on développe des solutions concrètes qui visent à préserver les ressources naturelles et à éviter que la pollution se disperse dans le milieu marin. On a 3 grands axes de travaux. Donc sur la qualité de l'eau, contrôler que l'eau qu'on rejette via nos stations d'épuration est bien conforme aux normes en vigueur, protéger et régénérer le littoral, et puis surtout limiter les pollutions, donc garder les matières sur terre via nos métiers de gestion de l'eau et des déchets. Alors je voulais surtout vous parler d'un métier que moi je connais un peu plus, qui est le recyclage des plastiques. Donc le plastique, on est tous d'accord, c'est un élément indissociable de notre vie quotidienne. Ça a permis d'énormes progrès en médecine, dans la conservation des aliments. On ne reviendra pas dessus, on ne peut pas interdire le plastique, c'est pas possible. Donc il faut travailler sur comment le collecter, le trier et le recycler, parce que le plastique est un matériau fantastique. Outre ses propriétés intrinsèques, il est recyclable. Mais pour le recycler, il faut qu'on arrive à le collecter. Donc moi aussi, je m'adresse aux jeunes générations. Il faut que chaque fois que vous mangez un bonbon, vous buviez une canette de soda, une bouteille d'eau, on arrive à récupérer ces déchets dans nos centres de traitement. Alors, le métier du déchet, c'est un métier pour lequel l'image n'est peut-être pas très bonne, peut-être quelque chose de sale. Nos métiers sont très technologiques. Il y a des métiers d'ingénieurs, de docteurs, d'optique, des métiers d'avenir. Si vous cherchez votre voie aujourd'hui, penchez-vous sur les métiers d'environnement. Donc sur la collecte, par exemple, on innove avec des kiosques qu'on met sur les parkings de supermarchés, ça s'appelle Réco. Donc quand vous allez faire vos courses, vous ramenez vos emballages, vous les mettez dans ces kiosques et le kiosque vous délivre un bon d'achat pour aller faire vos courses dans le supermarché d'à côté. Donc ça permet aux gens, ça permet d'inciter la population à mieux trier ses déchets, à récompenser ce geste de tri qui est difficile à mettre en place, alors qui sera peut-être plus naturel sur les futures générations. Aujourd'hui, un déchet plastique d'emballage, il a une durée de vie de quelques semaines, voire de quelques mois, et aujourd'hui, il n'y a que 25% des déchets d'emballage plastique qui sont recyclés. Donc une fois qu'on l'a collecté, il faut le trier, parce qu'on parle du plastique, mais en fait c'est les plastiques. Il y a plusieurs milliers de sortes de plastiques. Et ils ne sont pas recyclables en général, donc il faut qu'on les trie. Là aussi, beaucoup d'innovation, beaucoup de technologies sur le tri des déchets. Aujourd'hui, tellement on arrive bien à trier les déchets, en particulier les bouteilles qui sont en PET, pardon pour les mots scientifiques. Ils verront après ce que c'est PET. Voilà. Donc le PET, on arrive tellement bien à le trier qu'on arrive à faire des bouteilles d'eau. Donc aujourd'hui, en général, quand vous rachetez une bouteille, il y a du plastique recyclé, on fait ça dans 2 de nos usines en France, grâce au tri. On sait que tous les plastiques ne sont pas recyclables aussi bien que le PET, donc on innove aussi dans la chimie, dans la compatibilisation des plastiques. On a créé un laboratoire qui nous sert à avancer dans la recherche. C'est bien beau de trier, de collecter, de trier, mais il faut bien le remettre quelque part ce plastique. Donc pour ça, il faut qu'on ait des matières de qualité qu'on puisse vendre à nos clients finaux. Et c'est la vocation de notre labo qui est en région parisienne, qui est visitable, et j'invite tout le monde à venir visiter cet outil. Pour conclure, donc nous on s'engage à proposer des solutions concrètes pour éviter que la pollution n'aille dans les océans. On soutient aujourd'hui 4 ONG, donc Expédition 7e continent, Expédition Med, Surf Iceberg et Good Planet. On est très engagés aujourd'hui dans cette journée mondiale des océans et on réaffirme aujourd'hui notre implication contre la lutte contre les pollutions en mer et le littoral. Merci Sabine. Quelques semaines de durée de vie, c'est quelques semaines peut-être d'utilisation, mais la durée de vie elle est quand même beaucoup plus importante. Ah oui, l'utilisation, ça devient un déchet au bout de quelques semaines. Donc on boit, c'est mis sur le marché, on boit, et voilà, quelques semaines après, ça se retrouve en déchet. Voilà, mais le déchet, lui, a une durée de vie 500 ans. 500 ans, on Si est on d'accord. On est bien d'accord. Merci pour cette mise en lumière. Il y avait autre chose également que des partenaires, des industriels font, qui dépendent de l'agence de l'eau Seine-Normandie, c'est la SIAC. Vous les voyez, alors pas dans le Calvados,
mais en région parisienne, le long de la Seine, il y a des bras qui captent les déchets en mer. Et on avait évidemment le directeur de la SIAP qui était prévu dans la conférence. Et là, il est légèrement occupé avec les inondations. Donc, du coup, il n'a pas pu venir. Il s'appelle Denis Pénoël. Et Denis m'a demandé de mettre en lumière ce que fait ce service public d'assainissement de l'eau avec des bras de captation le long des fleuves. Donc, ça, c'est super. Tu peux nous montrer la slide suivante. Voilà. Vous avez ces engins-là qui sont là dans les coudes de la Seine et qui captent beaucoup de déchets. Les quantités sont phénoménales et on aimerait bien voir ça sur tous les fleuves à l'échelle de la planète. Voilà. Donc voilà, ils récupèrent tout ça et ensuite ils font le tri entre tout ce qui est d'eau et ce qui ne l'est pas. J'ai vu pire sur les plages du Cap Ferré, le long du bassin d'Arcachon. Il faut vraiment éviter que ça se retrouve là dans le golfe de Gascogne et en mer. Sinon, ça fait vraiment une quantité phénoménale de déchets. On va vite accélérer et passer à l'intervenante suivante, c'est levé, qui est Karine, bien bonjour Karine. Karine Clairaut, qui est la présidente du Conseil national de la mer et du littoral, ça dépend du service du Premier ministre, et c'est un organisme qui est là pour parler de la vie de la mer nationale. Et j'aimerais bien, Karine, que tu expliques quelle est la situation vis-à-vis de la classification de l'océan. Bonjour à tous. Donc, vaste sujet, hein, on en a beaucoup entendu parler ce matin et on sait à quel point c'est important d'avoir des mesures qui sont au-delà de la concertation, au-delà de la tension. À un moment donné, malheureusement, on doit en arriver à des mesures qui sont un peu plus drastiques. C'est notamment le cas pour tout ce qui concerne les sacs de caisse. Vous savez, ces petits sacs que l'on prend parce qu'on a oublié le cabas. Donc ces sacs, à partir du 1er juillet, ils seront interdits, on ne pourra plus s'en servir et il nous faudra absolument avoir des cabas pour emporter nos courses. Mais c'est aussi les cotons-tiges, alors ça semble anodin comme ça, mais c'est quelque chose qui est extrêmement polluant et qui ne devrait absolument pas se retrouver à un moment donné dans l'océan. Ce sont aussi des microbilles qui sont par exemple dans les produits exfoliants dont on peut se servir pour le visage, dans les produits cosmétiques en général. Ça c'est totalement invisible, mais c'est particulièrement polluant aussi. Et puis ce sont des choses que l'on utilise quasiment tous les jours sans même s'en rendre compte. C'est le verre en plastique, l'assiette en plastique, les couverts en plastique. Ça c'est aussi particulièrement polluant et il faut donc prendre des mesures pour que nous ayons d'autres pratiques et nous ayons des pratiques qui soient vertueuses et qui donc évitent que ces objets du quotidien se retrouvent à un moment donné dans la nature et donc terminent à la mer avec les conséquences que vous pouvez imaginer. Et puis il y a aussi l'intensification de la lutte qui passe aussi par le renforcement du rôle et de la visibilité de l'atelier des déchets marins. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse cet atelier. Et à l'instar, par exemple, de la plateforme Océan et Climat, c'est une démarche participative. Et la feuille de route de cet atelier déchets marins, eh ben, elle va être établie vendredi lors d'une réunion plénière. Et donc, on aura là aussi des éléments qui vont nous permettre d'avoir une démarche vertueuse. Puis, il y a ces déchets plastiques, mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi des déchets marins, genre par exemple les containers qui tombent à la mer. Ben, il faut trouver des solutions pour éviter à un moment donné que le contenu de ces containers ne vienne polluer encore un petit peu plus les océans. Il y a aussi la mise en place d'une filière de récupération des filets et engins de pêche, parce que ça aussi, ça peut être particulièrement polluant, même si c'est sans doute plus gros, plus visible et plus facile à récupérer, quoique. Il y a aussi une incitation dans les ports de commerce, les ports de plaisance et les ports de pêche à améliorer la collecte de gestion des déchets. C'est tout cet ensemble, en fait, qui nous permettra aux uns et aux autres, et au quotidien, que nous ayons ces démarches qui sont vertueuses. Et surtout, dites à vos parents, n'oubliez pas les cabas quand ils vont faire leur course. Merci Karine. L'intervention suivante va être dans la même lignée. Donc on travaille vraiment avec les enfants, l'éducation, les industriels, également le monde politique, le Conseil national de la mer et du littoral.
Et Karine est également, je l'ai pas dit, sénatrice maire de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'où le passage Saint-Pierre-et-Miquelon dans le discours. J'ai Sarah Sananès avec nous qui fait partie du ministère de l'écologie et qui est en charge justement de la plateforme dont parlait Karine, qui travaille sur les déchets marins et qui regroupe, qui fédère toutes les associations comme Expédition 7e Continent, et qui va pouvoir nous en parler un petit peu plus en détail au-delà de l'interdiction des sacs plastiques que vous avez mis en place à partir du 1er juillet. Voilà, donc merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais d'abord féliciter CGM Continent pour cette initiative, qui est vraiment très importante. Et voilà, la présence des scolaires aujourd'hui, c'est aussi très important, parce qu'évidemment, c'est la première étape. Avoir conscience du problème, essayer de le traiter. Si chacun se disait, on jette quelque chose par terre, il n'y a personne qui a une à le ramasser, ça va aller dans les cours d'eau. Donc là aussi, la pédagogie, c'est très important, parce qu'à l'école, on apprend qu'est-ce que le cycle de l'eau, comment l'eau va des montagnes jusqu'à la mer. Sauf que maintenant, il y a un paramètre en plus, c'est que potentiellement, il peut y avoir des déchets. Et donc, chacun est responsable de ce déchet. Et voilà, donc c'est vraiment important déjà d'être conscient du problème. Donc, Karine Pierrot a déjà pas mal abordé la politique qui est mise en place pour lutter contre ce problème. Donc, il faut savoir que cette problématique des déchets marins, et notamment des déchets plastiques, est un sujet de préoccupation très important pour le ministère de l'Environnement, qui est pleinement mobilisé depuis ces dernières années donc pour lutter contre cette pollution qui affecte les mers et les océans. Donc, pour agir, le ministère de l'Environnement dispose de plusieurs leviers. Un, ces leviers, donc c'est notamment les outils de planification, les outils réglementaires. Donc ça va pas parler tellement aux scolaires, mais bon, j'espère que les professeurs expliqueront ce que peut faire voilà, l'action publique, comment on agit au niveau de la réglementation. Donc sur ce point-là, la prévention des déchets est un élément clé de la lutte contre la prévention des déchets, puisque bien évidemment, il faudrait ne pas produire de déchets du tout, ça serait tout simple. Donc c'est pourquoi les déchets marins constituent un axe prioritaire du programme national de prévention des déchets sur la période 2014-2020. Outre ce programme de prévention, on a également un plan d'action pour le milieu marin qui est issu de la directive cadre européenne, directive cadre stratégique pour le milieu marin. Donc ce plan d'action est vraiment très important parce que pour la première fois, on se fixe un objectif d'atteindre de bon état de nos eaux à l'horizon 2020. Donc voilà, on a l'objectif, maintenant il faut tout mettre en œuvre pour le réaliser. Donc pour cela, on a un programme de mesures qui sont plus concrètes, opérationnelles, et dont 6 mesures portent spécifiquement sur les déchets marins. Donc on a cité tout à l'heure quelques mesures. Je vais vous en citer quelques-unes précisément. Donc, tout d'abord, c'est favoriser l'éco-conception des produits en veillant à leur durabilité et à leur recyclabilité. Une autre mesure, c'est agir sur les voies de transfert des déchets solides depuis les bassins versants vers les milieux marins. Donc, en identifiant les meilleurs dispositifs possibles pour à la fois prévenir la prévention de macro-déchets dans les milieux aquatiques, mais aussi pour agir sur ces macro-déchets une fois qu'ils sont dans le milieu. Enfin, donc, il y a d'autres mesures qui concernent particulièrement les ports, que ce soit les ports de pêche ou de plaisance. Donc, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, mettre en place de véritables systèmes de gestion des déchets dans les ports, mettre en place des filières de récupération des équipements de pêche également. Donc voilà, l'outil principal de planification, c'est ce plan d'action pour le milieu marin. Dans ce contexte, on a également pris des dispositions au niveau de réglementation. Donc la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui a été publiée le 18 août 2015 et qui prévoit donc la fin de la mise à disposition des sacs plastiques à usage unique à compter donc du 1er juillet 2016. Mais il y aura aussi une interdiction à partir du 1er janvier 2017 de la mise à disposition des autres types de sacs à usage unique en plastique, donc par exemple les sacs à usage pour les fruits et légumes, à l'exception des sacs biosourcés qui sont compostables en compostage domestique.
Voilà. En outre, la France est également en faveur d'une interdiction européenne des emballages plastiques oxodégradables. Voilà donc pour la partie vraiment sac plastique, objet en plastique, type verre et assiette en plastique. Et ensuite, on a une autre réglementation qui est donc la loi sur la reconquête de la biodiversité, donc qui est en passe d'être acceptée, hein, et donc qui concerne une interdiction des microbilles plastiques dans les cosmétiques rincés, puisqu'en fait c'est une source première de pollution. Hein. Ces cosmétiques, donc ça va être les gels douches, les crèmes exfoliantes, etc., qu'on met sur le visage et qui contiennent des billes plastiques qui se retrouvent après potentiellement dans les eaux usées puis qui vont jusqu'à la mer. Et les cotons-tiges ont l'activité en plastique, parce que là c'est pareil, on ne sait pas, mais il y a beaucoup de gens qui mettent des cotons-tiges dans les toilettes et pareil, ça se retrouve dans les eaux usées puis dans les eaux qui peuvent aller jusqu'à la mer. Donc voilà, principalement l'action du ministère sur l'aspect réglementaire. Après, on essaye de travailler aussi sur d'autres volets comme la sensibilisation, la communication, les aspects scientifiques également, puisqu'on lance des programmes de recherche sur ce sujet-là. Et on essaye de mettre en place donc, un espace un peu collaboratif qui fédère tous les acteurs, toutes les parties prenantes sur le sujet. Donc c'est là des déchets marins, comme a été présenté tout à l'heure. Et on voudrait vraiment monter en puissance là-dessus, que toutes les personnes concernées par le problème puissent trouver ensemble des solutions. Donc partager les bonnes expériences, les bonnes initiatives. Quand il y a quelque chose qui est mis en place quelque part sur le territoire, on essaye de le partager, de le développer à d'autres endroits du territoire et d'avancer comme ça tous ensemble pour lutter contre le problème. Bien, ça travaille au plus haut niveau de l'État. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand on a commencé, on pensait être un petit peu tout seul à parler du sujet et à faire un petit peu les Sancho Pancha, les Don Quichotte, en train de dire ouais, du plastique, tout le monde s'en foutait. Mais bon, ça a changé et effectivement, on se rend compte qu'au plus haut niveau de l'État, le problème est pris en considération. Donc Patrick a bien fait d'être ce lanceur d'alerte en disant attention, il y a beaucoup trop de plastique dans l'océan, ça va devenir un enjeu majeur. Et il n'y a pas que la France qui agit sur ce sujet, et on va conclure là-dessus. Si Heidi ne s'est pas endormie, Heidi, still with us? Yes, I'm still here. Yeah. Heidi, we're concluding this conference with you because we know that the United Nations are acting globally and are putting on the table this plastic problem. And you're launching now a global advertising campaign which is called See and Me, and maybe you can speak about it. Alors, je traduis vite fait. I go for the translation. Heidi, aux Nations Unies, donc il n'y a pas que la France qui travaille sur ce sujet, il y a également les Nations Unies qui considèrent ce problème global et important. Et ils vont lancer un programme qui s'appelle Ma mère et moi. Alors en anglais, ça sonne un petit peu mieux, c'est See and Me, ou See plus Me. Et Heidi va nous en parler. Yeah, thank you. So as we heard, there are so many different stakeholders working on this issue. And the idea with this campaign is really to provide a platform where everything that people are doing can contribute to the global goal of reducing pollution. Donc il y a beaucoup d'acteurs, comme on l'a vu ce matin, hein, du grand public, des scolaires, des industriels, des politiques, et ils mettent en place une plateforme digitale globale d'information sur le sujet. Yeah, so this will be launched in September, and it will be about a 5 to 6 year campaign. Ça sera lancé en septembre, and this will be A 5 to 6 year campaign. Et ce sera pour une durée de 5 à 6 ans. Donc ça nous amène bien au-delà des 2020 où on parlait de ça. And there is 3 phases, so the first will focus on educating and engaging, so engaging partners and raising citizen engagement. Il y aura 3 phases. La première sera l'éducation et l'engagement des partenaires. The second will focus on industry collaboration, working with industry to try and address the issue of plastic in a better way. La deuxième phase impliquera plus les industriels pour trouver des solutions industrielles. And the third one will be looking at moving towards a closed loop system.
Ok, ça va être compliqué à traduire. La troisième, ce sera vraiment de resserrer les liens dans les bouts du système pour que cela puisse former. Yes. So everyone that has been part of this event will consider working with us once this is rolled out, and look forward to taking this forward. Merci, merci Heidi, merci de prendre en considération ce phénomène et de le prendre au niveau planétaire. Je rappelle ici, on produit 300 millions de tonnes de plastique par an dans le monde, on n'en recycle que 5%. C'est un enjeu majeur. Vous la voyez, cette pollution, vous, en France, déjà, dans la nature, dans les coins arborines, mais pas que, vraiment partout. Imaginez ce que c'est, à l'échelle de la planète, en Afrique, en Asie du Sud-Est, qui sont les plus gros pollueurs. C'est vraiment phénoménal. Et ramener des cours d'eau que vous voyez en montagne, à la Seine, à Picardie, à Loup-Garonne, etc., ramener ça à l'échelle de tous les cours d'eau de la planète. C'est juste phénoménal. Donc voilà, merci d'avoir assisté à cela. Devenez des petits ambassadeurs, chacun fait sa petite part de colibri. On peut conclure, Francis, il est parti dans la BD. Vous le retrouvez déjà? Je la connais déjà. Il est déjà par cœur. Il faut la lire plusieurs fois. Si vous avez des questions, évidemment, on pourra répondre à vos questions. Patrick, je te laisse la parole. Merci de m'avoir supporté comme animateur. Ce n'est pas mon métier premier, mais j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir. Alors, pour conclure, moi, je voudrais... Pour conclure, je vais surtout remercier déjà dans un premier temps toute l'équipe qui m'accompagne, mon cher président Francis qui murmure au grand de ce monde et qui nous ouvre pas mal de portes, Gilles en termes de communication et de sensibilisation sur le volet pédagogique et toute son équipe technique qui réalise des prouesses aujourd'hui, bien sûr toute mon équipe qui est à Bordeaux qui assiste à cette conférence qui, pareil, sans eux, ça serait irréalisable ce projet. Et puis bien sûr, tous les partenaires qui nous font confiance, l'Agence de l'eau, Suez, Total, Mercator, tous ces gens-là, et je crois que c'est une véritable aventure que je suis en train de vivre et qu'on vit tous ensemble. Parce que voilà, on est des pionniers dans cette révolution environnementale. J'aime bien parler de révolution environnementale, parce que voilà, ce qui prime, c'est ce message d'optimisme, et de voir tous ces industriels qui sont à la pointe de la recherche et qui sont prêts à mettre des vraies solutions en place. Merci à vous tous. Je vais voir si ça marche. Vous avez des questions? Vous êtes pressé de découvrir les découvertes. Allez, on va passer à la découverte du volet. Je vais passer le micro.